Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Eh bien aujourd'hui nous allons aborder une thématique assez large parce que aujourd'hui je pense que vous faites partie de ces gens qui de temps en temps, face à ce qu'ils voient, face à ce qu'ils entendent, se disent « on n'a jamais vu ça ». Alors évidemment, on n'a jamais vu ça, mais par rapport à ce que nous avons connu, de par nos propres vies, de par notre propre génération, qui a été atteinte par une déliquescence d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre d'éthiques, pour en arriver aujourd'hui à quelque chose qui, de par comparaison de ce que nous avons connu par le passé, nous ne reviendrons pas sur cette expression qui dit « c'était mieux avant », puisque de toute façon, le « avant » restera toujours le « avant » et le passé, mais aujourd'hui, nous devons voir l'avenir, et que cet avenir est constitué d'évolution, évolution tant pas seulement technologique, morale, sociétale, politique, mais aussi idéologique. Le fait est, c'est que cette évolution, normalement, elle est censée, dans les espoirs, voire peut-être même dans les utopismes, évoluer dans le sens du vent, de la logique, du bon sens, de la raison, je dirais même de l'humanisme, de l'intérêt collectif, de l'intérêt global, de l'intérêt général. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on a vu une véritable déliquescence de l'État, déliquescence de l'intelligence, déliquescence de la raison, et du bon sens. Mais si on gratte un petit peu, si on va chercher un peu plus loin, on se rend compte que finalement il y a une certaine logique néanmoins dans ces décisions, dans ces choix, dans ces orientations. Si l'on accepte l'idée que dans les coulisses, il y a des pouvoirs, il y a des individus qui souhaitent refaçonner, reconstruire le monde. Et comme vous le savez, en règle générale, il arrive un moment où quand on veut changer les choses, on ne peut pas les changer parce qu'on se confronte à beaucoup trop de murs, on se confronte à beaucoup trop de résistance, et que la seule solution pour réussir à obtenir le résultat que vous souhaitez, eh ben, c'est tout simplement détruire l'existant. On est un petit peu d'ailleurs dans le syndrome de Néron, ce syndrome qui consiste à croire que Néron aurait incendié Rome pour reconstruire Rome à son image. Néanmoins, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire une déliquescence à tous les niveaux, déliquescence politique. On peut dire que depuis Sarkozy, on a pu voir une descente aux enfers finalement de la France qui a de plus en plus cédé aux à-coups d'un certain nombre d'éléments extérieurs qui veulent refaçonner la France à l'image de ce qu'ils souhaitent obtenir de ce pays, c'est-à-dire une soumission. Nous rappelons, Sarkozy est celui qui a fait revenir la France dans l'OTAN, l'OTAN que Charles de Gaulle avait quitté en 1954 parce qu'il estimait que l'OTAN était finalement hégémoniquement contrôlée par les Américains et que les Américains ne voulaient pas partager la direction, la gestion, le management de l'OTAN. Donc le grand Charles, il a dit, quand on fait une alliance, une coalition, la moindre des choses, c'est ce qu'on se partage, comme on le fait d'ailleurs avec l'Europe. Le Conseil de l'Europe est partagé par les différents pays membres de façon successive et de façon par période définie. Sauf que l'OTAN, non, l'OTAN reste un commandant américain. Alors, stratégiquement, logistiquement, on dira mais oui, mais c'est logique parce que les Américains, c'est quand même la puissance militaire la plus importante au sein de l'OTAN dans sa participation. En effet, mais dans ce cas-là, on essaie de trouver des compromis de telle manière à ce que soit on accepte de faire une alliance en deçà de ce que l'on amène, de ce dont on est contributeur pour ne pas offusquer ou ne pas jouer de discrimination envers d'autres, ou alors dans ce cas-là, on se dit, voilà, nous sommes les chefs suprêmes et vous dites ce qu'on vous dit et vous faites ce qu'on vous fait, ce que l'on vous demande de faire, pardon. Donc Sarkozy nous a fait revenir dans l'OTAN, et puis on sait pertinemment que la stratégie, la dissuasion nucléaire française a toujours dérangé les Américains qui aimeraient voir la France débarrassée de cette stratégie. Alors il y a des tas de théories comme quoi on souhaiterait voir la dissuasion nucléaire mettre au profit d'une sorte d'alliance, d'une sorte d'unité militaire stratégique européenne, et dans ce cas-là la France perdrait finalement son autonomie, perdrait sa souveraineté, on va dire, tout comme on a entendu aussi le fait que on pousse un petit peu la France à accepter
accepté de partager son siège permanent au Conseil de sécurité avec l'Allemagne, qui peut-être dire oh, bah, la France a fait quand même 70 ans, allez céder votre place à l'Allemagne. Hein. De toute façon, l'Allemagne, on sait que l'Allemagne est sous tutelle et reste sous tutelle américaine, hein, même si en apparence on a l'impression que c'est un pays qui est libre, qui est souverain et autonome. Non, il faut savoir que l'Allemagne, même l'Allemagne réunifiée, reste avec encore un certain nombre de pas de soumission, mais de mise au pas par les Américains, dont d'ailleurs on l'a bien senti depuis quelque temps que l'Allemagne a choisi de s'orienter plutôt dans son intérêt économique avec la Russie, au détriment évidemment de la politique américaine qui a fait les gros yeux quand même, hein, de voir l'Allemagne plutôt préférer la Russie pour certains accords commerciaux plus particulièrement énergétiques, alors que finalement c'est un petit peu logique, puisque si vous cherchez l'énergie, autant aller chercher l'énergie là où c'est le plus proche, là où il y a l'offre est la plus intéressante, que d'attendre ou d'être interdépendant des Américains, ce que les Américains ont essayé de faire d'ailleurs avec la Chine, hein, qu'on soit bien clair, avec le pétrole. Il faut savoir que la Chine, de par sa demande, de par ses besoins importants en pétrole, eh bien les Américains se sont frottés un petit peu les mains en se disant, voilà, on tient la Chine par les couilles. Non pas parce que les Chinois ne sont pas capables d'exploiter des champs pétrolifères, non pas parce qu'ils ne sont pas capables peut-être d'aller chercher du pétrole ailleurs, plus particulièrement avec son voisin russe. Hein. Je veux dire, la Russie est un producteur non négligeable à la fois de gaz et de pétrole, mais vu les quantités et ce que les Américains sont capables de faire en matière de prix, eh bien, ils tenaient plus ou moins la Chine par les couilles, parce que les Américains étaient les seuls à avoir, je dirais, l'armada de tankers pour acheminer le pétrole en Chine. La tendance a plutôt évidemment fâcheuse tendance à s'inverser, puisque des accords beaucoup plus souples et beaucoup plus cordiaux ont été trouvés avec la Russie. Néanmoins, la Chine reste relativement dépendante de ses besoins énergétiques, sur lesquels les Américains maintiennent encore une certaine pression. Mais on revient donc à cette déliquescence politique. On a vu ce que Sarkozy a fait, on a vu ce que ça a été Hollande. Hollande, je rappelle, est ce président qui a rendu la carte bleue et le chéquier à l'Union européenne, en l'occurrence a cédé à donner le droit à la Commission européenne de juger le budget de la France. Encore une fois, on joue sur les textes, hein, c'est-à-dire que la France n'est pas soumise à respecter les décisions de la Commission européenne. Néanmoins, si la France refuse de suivre la recommandation de la Commission européenne concernant ce budget, eh bien la Commission européenne est parfaitement en droit de punir la France par rapport à son glissement budgétaire au-delà des... alors à l'époque c'était 3%, hein, mais vu la situation évidemment ça a un petit peu glissé. Et puis évidemment Emmanuel Macron qui aujourd'hui, eh bien on l'avait dit depuis le début, mais encore une fois de plus, beaucoup de Français sont tombés dans le piège irrémédiable du non-choix, c'est-à-dire du vote anti-Le Pen plutôt qu'un vote Macron. Donc ce qui arrive aujourd'hui, je veux dire, quand on connaît le personnage, quand on sait quelles sont ses accointances et ses relations, finalement, quand on disait en 2017, lorsqu'il a été élu, vous verrez que Macron appliquera les recommandations de la Commission européenne sur un certain nombre de secteurs économiques, plus particulièrement sur la fonction publique, c'est-à-dire continuer ce que Hollande avait commencé, et avant lui Sarkozy, c'est-à-dire la destruction de la qualité, de la destruction de la capacité, de la crédibilité de la fonction publique dans certains secteurs, que ce soit la santé, la sécurité et l'éducation en priorité. Donc aujourd'hui, on constate que M. Macron est parfaitement dans cette logique de destruction pour ensuite mettre le peuple devant le fait accompli, que vous regardez, voilà, on peut plus, budgétairement ça coûte trop cher, on peut pas s'endetter continuellement comme ça, donc on est obligé de lâcher du lest, c'est-à-dire on est obligé d'ouvrir au privé, d'ouvrir à des partenariats un certain nombre d'activités de notre fonction publique.
Ce qui est déjà le cas dans certains secteurs, puisque certains secteurs aujourd'hui ont été clairement ouverts à l'usage de sociétés privées. Je ne vais pas revenir dessus parce que dans certaines vidéos j'en ai fait un peu l'état. Mais voilà. Le problème, c'est que je pense que beaucoup de Français ne comprennent pas que la France, dans l'Union européenne, est le pays cible en priorité. Pourquoi? Parce que la France est un pays particulier. C'est un pays particulier, et ça je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, ce qui fait que nous autres Français, de par que nous vivons en France, et de l'éducation et de la culture que nous possédons, on a parfois beaucoup de mal à percevoir l'aspect très unique finalement de notre pays, même si d'autres pays ont certaines similitudes avec notre régime politique, mais regardez autour de vous, regardez la plupart de vos voisins européens, ne serait-ce que par exemple, lorsqu'on dit que la France est un pays unique et indivisible, donc le peuple est unique et indivisible, eh bien c'est pas forcément le cas chez nos voisins européens. Regardez la Belgique, où vous avez deux principales communautés, que sont les Wallons et les Flamands. Regardez en Allemagne, où même si vous avez la réunification, l'histoire qui a fait que c'est un pays qui a été partitionné, puis réunifié, etc., vous avez quand même des Länders, les Länders qui fonctionnent sous un système fédéral, donc qui est complètement différent de ce que l'on connaît ici en France. Vous avez l'Italie, alors l'Italie du Sud, l'Italie du Nord, la Sicile, etc., qui sont des régions avec vraiment un régionalisme très accentué. L'Espagne également, l'Espagne qui est un pays constitué d'un ensemble d'États fédéraux, je crois qu'on appelle ça des États fédéraux, dont d'ailleurs on a pu voir récemment la volonté de la Catalogne de vouloir prendre son indépendance. La Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne c'est un ensemble de royaumes, c'est l'Écosse, c'est le Pays de Galles, c'est l'Irlande. L'Irlande, on va pas en débattre, mais et c'est oui, Pays de Galles, Angleterre, Écosse, donc ce sont des royaumes dans lesquels les Écossais, par exemple, dire à un Écossais, oui, mais vous êtes d'abord britannique. Vous verrez que non, nous sommes Écossais d'abord. Donc vous voyez un petit peu la différence qu'on a déjà avec certains de nos voisins européens. Des pays européens qui sont des royaumes. Même si ce sont des royaumes constitutionnels, institutionnels, où les rois et reines n'ont pas forcément aujourd'hui les mêmes pouvoirs qu'ils pouvaient avoir il y a 200 ou 300 ans, mais certains sont encore avec des royaumes. Donc nous avons en Europe des pays qui fonctionnent avec des systèmes totalement différents. Mais la France a cette exception culturelle, on va dire, malgré ses régions, malgré ses cultures régionales, malgré la préservation des langues régionales, nous sommes d'abord un pays complètement unique. Nous sommes un pays unifié, nous sommes un pays où, que vous naissiez breton, savoyard, provençal, basque, ou ch'ti, ou normand, ou je ne sais quoi d'autre, ou alsacien, votre origine régionale ne prend pas en ligne de compte dans votre statut au sein de la République. Vous êtes avant tout un citoyen, vous êtes un Français. Quel que soit l'endroit où vous naissez. Et ça, c'est une notion qui est assez particulière, finalement, dans un régime politique et dans un régime interne, je dirais, dans le fonctionnement social et politique et institutionnel d'un pays, contrairement à d'autres voisins européens qui acceptent une certaine particularité, qui acceptent des statuts différents suivant, évidemment, l'évolution historique de ces pays. Donc, cette unité, on va dire, elle dérange. Elle dérange parce que, évidemment, les mondialistes n'arrivent pas à trouver des éléments qui permettraient de pouvoir accentuer peut-être la dislocation même du pays. Ce qui est le cas en Espagne. Je veux dire, souvenons-nous, quand les Catalans ont commencé à déclarer leur indépendance, on a quand même été étonnés d'entendre Bruxelles dire « Attendez, nous ne voulons pas faire d'ingérence dans les affaires internes de votre pays. Néanmoins, nous, ce que voudrions, c'est que si vous arrivez à accéder à votre indépendance, nous reconnaîtrons votre indépendance, sous condition que vous restiez membre
de l'Union européenne. Pensez bien que les Catalans, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont demandé ou ils ont engagé un processus d'indépendance, c'est de quitter l'Union européenne. Donc évidemment, là, l'Union européenne, quand elle a eu la réponse, elle dit, bon, elle a téléphoné à Madrid, et Madrid, ils ont dit, bon, vous résolvez le problème rapidement, hein, on ne veut plus entendre parler de cette indépendance catalane. Pardon. Donc voilà, il y a une réelle volonté hégémonique et de pouvoir de l'Union européenne de disloquer les pays s'ils ne se soumettent pas. Et la France, aujourd'hui, eh bien, est en priorité dans la cible, tout simplement parce que disloquer la France, ça paraît très difficile. Parce qu'encore une fois de plus, comme je le dis, même si nous préservons du patrimoine régional, même si nous avons des mouvements très marginaux d'indépendantistes qui subsistent encore aujourd'hui en France, nous avons acquis le fait que nous sommes tous des Français et que notre pays, c'est la France. C'est pas, nous n'avons pas le désir de, tout d'un coup, vouloir décrocher une région de la République en déclarant une indépendance quelconque. Donc ça rend encore plus difficile le problème pour l'Union européenne, pour la Commission européenne, pour les mondialistes, de soumettre le pays. Donc le soumettre, on va le soumettre comment ? Tout simplement en cassant son modèle social, hein, purement et simplement. Et donc dans cette volonté de casser le modèle social français, de casser les droits, de casser les services publics, de casser un ensemble d'outils qui ont fait l'attrait, je dirais même, de la France aux yeux des étrangers et pas forcément des Africains et des Nord-Africains. Donc voilà, aujourd'hui, on en est là. On le voit aujourd'hui. On a les preuves qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont à la manœuvre pour détruire ces organes que nous avons dans notre pays, qui sont des organes que nous avons fait évoluer. Alors attention, ce sont des organes qui ne sont pas parfaits. Hein, je pense qu'aujourd'hui, on a des tas de vidéos de gens qui le vivent de l'intérieur et qui nous rendent compte parfois de dysfonctionnement, de corruption, de collusion, mais ça, on peut le réformer. On peut réformer, on peut améliorer, on peut mettre tout sur la table et faire en sorte de restructurer. Le seul problème, c'est que à chaque fois que quelqu'un essayait de restructurer, il a été confronté à quoi ? Il a été confronté à des gens qui ne veulent pas voir les choses changer. Il a été confronté à des gens qui veulent préserver parfois même des acquis sociaux, mais qui sont anachroniques. Donc voilà, c'est pour ça que je dis attention les syndicats. Ne croyez pas que les syndicats sont là pour défendre les intérêts des salariés et des intérêts sociaux et des droits sociaux dans le travail en France. Ce sont aussi des gens qui ont cette collusion d'essayer d'empêcher que des gens amènent des idées intéressantes, des idées ou des projets qui permettraient de faire évoluer à la fois en ayant des budgets à l'équilibre, à la fois en réformant tout le système hiérarchique, tout le système bureaucratique, pour donner une cohérence, une cohésion par rapport à la réalité, par rapport aux besoins modernes aujourd'hui du pays, eh bien ces gens-là, en général, sont torpillés très très tôt. Ce qu'on veut, c'est laisser la situation pourrir. On le voit à la SNCF, on le voit dans l'éducation nationale, on le voit aujourd'hui dans la sécurité, et aujourd'hui, évidemment, on le voit de plus en plus dans la santé. C'est-à-dire, c'est comme un corps humain, c'est-à-dire si vous injectez un virus pour le rendre malade, et puis ensuite lui faire croire que il faut qu'il prenne ce traitement-là pour qu'il aille mieux, aujourd'hui on est dans un point où en fait on ne porte pas de traitement, on laisse la personne crever. On laisse la personne crever pour après tirer tous les intérêts que cette personne a de disparaître. C'est-à-dire remplacer, c'est-à-dire de piquer, de récupérer le patrimoine, etc. On en est là aujourd'hui. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe à la télévision, dans les reportages, dans les documentaires, dans les témoignages, etc., qu'on en arrive à se dire, mais on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Alors, évidemment, les anciens, eux, ont vu des choses différentes. Et je dirais même qu'aujourd'hui, les anciens, et Dieu sait qu'aujourd'hui, ils sont très importants, même s'ils commencent à se raréfier du fait que ils prennent de l'âge et aujourd'hui, ils commencent à disparaître. C'est tous les gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, qui ont vécu l'occupation, etc. Tous ces gens-là, aujourd'hui, ils ont un arriéré, ils ont un souvenir, ils ont une expérience qui, aujourd'hui, leur tente à dire, mais
et dire qu'on a fait tout ça pour en arriver à cette issue aujourd'hui. On comprend aujourd'hui des personnes âgées de dire, moi voilà, j'ai envie de disparaître parce que j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir le déclin finalement de ce pays. Ce pays pour lequel on s'est battu, ce pays pour des gens, où des gens se sont battus. Se sont battus pour des droits, se sont battus pour des éthiques, se sont battus pour même préserver la souveraineté, l'indépendance, la liberté de ce pays. Or, depuis Sarkozy, et même peut-être avant, certains diront Mitterrand, Giscard, etc., en effet, à leur niveau. Certains me rappelleront évidemment la fameuse loi du 3 janvier 1973, où la France s'est vue interdire de faire de l'emprunt à la Banque de France. Alors, petit détail, parce que c'est pareil, à l'époque, il n'y avait pas d'interdiction, mais on poussait l'État français à emprunter sur les marchés. Or, ils avaient laissé quand même une marge, c'est-à-dire que l'État français pouvait encore emprunter à la Banque de France à taux zéro, donc au taux d'intérêt zéro, mais sur un certain niveau, une certaine somme, je crois que c'était 100 millions, 10 millions, 100 millions de francs à l'époque, mais je crois une fois, renouvelable une fois. Et au bout de 2 fois, là, ils étaient obligés d'aller emprunter sur le marché. C'est en revanche en 92. Là, en 92, ils ont modifié le texte, où là, la France a été obligée d'emprunter sur les marchés, ne pouvait plus emprunter à la Banque de France. Donc oui, à partir du moment où, je dirais, allez, on va dire depuis le moment où De Gaulle a lâché le morceau. Alors, pareil, on parle souvent de De Gaulle. De Gaulle a été un personnage important de notre histoire. Il a été certainement l'un des patriotes les plus importants, même de l'histoire de France. Mais De Gaulle agissait à une époque avec un contexte, avec une situation qui était particulière de son époque. Je ne pense pas que si De Gaulle existait aujourd'hui, il aurait les outils pour sauver la France, parce que de toute façon, tout a été verrouillé. Ce qui amène aujourd'hui, d'ailleurs, de dire que de toute façon, aujourd'hui, vous pouvez mettre n'importe quel président que vous voulez à la tête de la France, de toute façon, ils sont pieds et poings liés. C'est la finance aujourd'hui, c'est la finance qui a pris le pouvoir. C'est la finance qui a pris le pouvoir par l'intermédiaire de ces infiltrations, de ces lobbying au sein de l'Union européenne. Donc, à partir de là, si vous ne coupez pas les ponts avec l'Union européenne, la France ne retrouvera jamais sa souveraineté. La France ne retrouvera jamais sa liberté. Donc, on va continuer à détruire le pays. Sauf s'il y a un soubresaut. Un soubresaut de qui? De quoi? De comment? De pourquoi? Le peuple? Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui le peuple majoritairement est capable aujourd'hui de se soulever contre ce régime. Après, il faut un leader. Sauf que le problème, c'est comme je vous l'ai déjà expliqué, si demain une personnalité émerge avec la garantie qu'il est absolument en adéquation avec sa volonté de sauver le pays, en ayant une totale abnégation d'intérêt personnel, en n'ayant aucun lien avec les univers politiques de la finance et des influences, c'est-à-dire une personnalité complètement autonome, qui, si cette personnalité venait à émerger, aujourd'hui, les outils sont faits pour la démolir. Je vais vous donner juste un petit exemple, même si je ne suis pas forcément d'accord avec cette personnalité et ses intentions. Il y a quelques jours, je ne me souviens plus de son nom, c'est Fioril, enfin je vous le mets là, voilà, avec son nom ici, trou de mémoire, qui a finalement été interpellé parce qu'il s'était exilé en Espagne. Et ce monsieur avait cofondé avec plusieurs personnes, un mouvement qui, il y a quelques années, je crois que c'était en 2016, avait fait un appel au 14 juillet, un mouvement populaire au 14 juillet. Ce monsieur a l'intention tout simplement de renverser le pouvoir pour y mettre à la place une nouvelle version, une nouvelle façon de faire de la démocratie. Alors, évidemment, vous n'en avez jamais entendu parler, sauf que ce monsieur, de par ses idées, de par les outils Internet qu'il utilise, etc., est devenu dangereux. Il est devenu dangereux au point que certains de ses propos, certaines de ses propositions ont été récupérées par la justice pour porter plainte contre lui pour atteinte à la sûreté nationale.
disons-le. Hein. Alors, c'est pas tourné comme ça, mais c'est quasiment la même chose. Et donc, malheureusement, il est retourné en France pour assister à une cérémonie ou une manifestation, et ils l'ont interpellé à ce moment-là. Voilà un exemple. Alors, je le répète, hein, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que ce monsieur dit, mais c'est juste l'exemple d'une personnalité qui a des intentions, qui a des ambitions d'essayer de faire changer les choses. Eh bien, aujourd'hui, il est en tôle. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un leader doit émerger dans l'intérêt du pays, eh bien, il faudra absolument qu'il ne soit pas du tout médiatisé. Alors vous allez me dire, oui, s'il n'est pas médiatisé, s'il n'est pas sur Internet, comment est-ce qu'il va trouver de la visibilité? Eh bien, la visibilité, elle est simple. Il va rencontrer les gens. Il fait des tours de France, il essaie de rencontrer les gens de façon, parfois dans des milieux privés, il essaie d'organiser des rencontres privées, dans des lieux privés, de telle manière à ce que l'autorité publique ne puisse pas, au bout d'un moment, interférer, si vous voulez. Et essayer comme ça de générer de la popularité qui, après les gens sur Internet, feront le contact et feront la communication. Voilà, on a vu telle personne qui tient tel propos, qui fait telle proposition, c'est intéressant, machin, etc. Mais cette personnalité qui doit ressortir doit faire très attention de ne pas utiliser les supports médias courants. Hein, il y en a certains qui le font. Il y en a même certains qui se disent, oui, qui appellent à la révolution, etc. Ce qui est idiot. Parce que quand vous faites une vidéo sur YouTube en disant appelez à la révolution, etc., déjà vous êtes sûr que ça va capoter, ça va rater. Hein, si vous voulez organiser une révolution ou une résistance, ne jamais en parler sur des réseaux sociaux. Jamais. Même des fois, peut-être c'est assez parano, mais ne pas utiliser les téléphones, ne pas utiliser les réseaux sociaux, ne pas utiliser d'adresse mail, des trucs comme ça, essayer d'utiliser des outils de communication classiques. Mais éviter de donner du contenu, évidemment, à ceux qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Je pense que c'est logique. Hein. Alors, certains peut-être disent oui, mais au moins utilisant Internet, on se fait connaître, etc., on peut rassembler, etc. Oui, mais le problème, c'est que ça limitera toujours votre rayon d'action. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous devenez trop populaire, si à un moment donné, ils se rendent compte que vous avez trop de vues, que vous avez trop d'abonnés, etc., là, ils vont commencer à vous emmerder. C'est-à-dire qu'ils vont vous mettre à l'ombre, comme ça a été le cas pour ce monsieur dont je viens vous donner l'exemple. Et de fait, pour revenir justement à cet aspect de leader, si à un moment donné, ce leader a des propositions, a des idées, a des versions qui, à la fois, permettent de vulgariser, permet d'être à la fois pédagogue pour expliquer aux Français, voilà aujourd'hui la situation, voilà comment ça fonctionne, telle chose fonctionne, etc. Essayer d'être, je dirais, de donner à la fois des informations aux gens de façon réaliste, hein, attention, parce que malheureusement il y a des gens des fois qui expliquent des choses, mais ils oublient parfois des détails qui ont leur importance pour la compréhension des choses. Juste pour vous donner un petit exemple de ce que je viens de vous dire, vous avez tous entendu parler de ce professeur Fourian qui... Fourian. C'est Fourian. Oui, c'est Fourian, qui a été interpellé et qui a été interné. Bon, il a été libéré, tant mieux pour lui, mais il y a beaucoup de gens sur Internet qui commençaient à dire oui, regardez, il a été arrêté, il a été interné en psychiatrie, etc., pour ses idées, etc., contre vaccins, etc. Le problème, c'est que ce monsieur, il a quand même un arriéré. Alors attention, quand je dis arriéré, pas négatif, mais il a un arriéré dans la logique de procédure légale des choses. C'est-à-dire ce monsieur qui est à la retraite, qui est un pharmacologue qui a fait des études, qui est quelqu'un de reconnu, on va dire, dans son domaine, mais qui ne professe plus puisqu'il est à la retraite. Donc, mais il continue à professer, et il a lancé un essai clinique privé sans l'autorisation des services de santé publique. Alors c'est un patch pour Alzheimer et puis je ne sais plus quelle autre maladie, etc. Mais ce sont des expérimentations qui n'ont pas une gravité en soi. Pardon.
et qui voilà, est un essai thérapeutique, on va dire, qui n'a pas de conséquences en soi, qui n'est pas dangereux en soi, mais qui au moins fait avancer un petit peu la recherche sur ces maladies. Mais comme évidemment il n'a pas l'aval, comme il n'a pas eu l'autorisation des services publics, eh bien les services publics évidemment se sont retournés contre lui. Donc il y a eu une procédure, il y a eu une affaire, et il ne s'est pas présenté au procès. Donc évidemment, quand vous êtes mis en cause et que vous ne vous présentez pas au procès, bah forcément il y a des conséquences juridiques. Donc en fait, la justice et les autorités se sont appuyées sur cet argument pour l'interpeller. Évidemment, sous couvert de cette opération, aussi réussir peut-être le mettre à l'ombre, parce que c'est quand même un professeur qui avait soulevé la dangerosité des adjuvants sur les vaccins, plus particulièrement de l'aluminium, et c'était opposé à cette loi qui impose aujourd'hui une 8 ou, je sais plus combien, 8 ou 12 vaccinations pour des enfants. Sauf que le problème, c'est que ces vaccinations, vous avez donc de l'adjuvant aluminium qui permet de conserver le produit, sauf que au lieu d'un vaccin, vous en avez quand même 12. Donc le taux d'aluminium qu'on injecte dans ces gamins, pour lui, est meurtrier. Voilà, voilà sa position. Bon, après, je suis pas médecin, je suis pas pharmacien, je me suis pas trop penché sur la question, donc je peux pas vous dire si c'est vrai ou si c'est non. Mais voilà, ce professeur émettait quand même un message clair selon lui qu'il y avait une dangerosité. Et là encore, évidemment, il s'est opposé à la probe publique de santé. Donc voilà pourquoi eh bien, ce monsieur aujourd'hui a eu ces problèmes. Mais de là à le mettre en asile psychiatrique, voilà, pour l'instant on n'a pas les tenants et les aboutissants, on sait qu'il a été libéré, on sait qu'il est en bonne santé, on aura peut-être plus d'informations, plus détaillées, etc. Mais le problème c'est qu'on a beaucoup de gens sur internet qui font des vidéos, mais qui interprètent les choses un petit peu à leur façon, c'est-à-dire qu'ils justement ils omettent volontairement de vous expliquer que le professeur Fourian avait quand même quelques démêlés avec la justice. Alors, je ne suis pas là pour dire à tort ou à raison, hein, on peut tous avoir des démêlés avec la justice, parce que la justice a décidé d'être utilisée par des gens pour vous foutre dans la merde, pour vous empêcher de parler, pour vous empêcher pour vous astreindre en fait finalement de pouvoir vous exprimer, surtout avec de façon publique. Mais voilà, il y a un moment donné, il faut avoir un petit peu d'honnêteté, de mettre tous les détails sur la table pour que l'auditeur ait la compréhension des choses. Ce qui n'est pas forcément le cas, malheureusement, d'un certain nombre de gens qui, eux, préfèrent focaliser sur un certain nombre de détails pour dire voilà, et arriver à leur conclusion ou à leur théorie, etc., et vous convaincre de ça. Donc là-dessus, il faut être un petit peu attentif. Attention, je ne critique pas tous ceux qui qui sont des donneurs d'alerte, etc., mais je dis à un moment donné, c'est que quand vous collectez une information, ne la prenez pas pour acquise. Attendez, recherchez, comparez avec d'autres informations, essayez de vous renseigner avec d'autres informations, ce que certains d'ailleurs, certains d'entre vous font très très bien, lorsque des fois je m'oublie ou j'ai des trous de mémoire, et que dans les commentaires vous rajoutez et vous apportez une information complémentaire, et ce qui est super, parce que finalement c'est comme ça qu'on fait avancer la connaissance de chacun. Donc, le problème, si vous voulez, il est fondamental dans la mesure où, si on veut faire changer les choses, les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui par ceux qui ont la prétention de vouloir faire changer les choses ne sont pas bonnes. Parce que de toute façon, on sent bien et on voit bien ce qui se passe. Avec les censures qu'on a eues cette année, avec les blocages, les suppressions de comptes parce que des gens disaient des choses qu'il ne fallait pas dire, et qu'on a en face des autorités qui n'ont absolument plus aucune honte de dire des choses et leur contraire. Il y a un moment donné, comment croire qu'on peut avoir l'écoute, l'oreille, le sérieux, l'attention d'un peuple quand vous n'êtes pas foutu de dire des choses cohérentes. Ou même à la limite, que vous vous trompiez, admettez-le. Admettez, et désolé, nous nous sommes trompés, nous avons eu de mauvaises informations ou de mauvaises interprétations, donc aujourd'hui, Non, même pas. Il n'y a même pas ça. Il n'y a même pas d'excuses. Au début de l'année, au début de la pandémie, on vous dit il n'y a pas assez de masques, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, c'est la répression comme jamais on en a vu en France,
envers ceux qui ne portent pas le masque ou ne le portent pas correctement. Hein, encore une fois de plus, je reviens à ce que je disais tout à l'heure avec les personnes âgées qui ont connu l'occupation. Je suis sûr et certain que certaines d'entre elles, alors là aussi, hein, il y a des versions différentes, mais il y a certaines personnes âgées qui aujourd'hui, qui ont vécu l'occupation, qui ont eu des contacts avec des Allemands, ben vous allez en avoir qui vont dire, mais vous savez que finalement, malgré le fait que les Allemands occupaient la France, eh ben vous aviez des Allemands qui étaient extrêmement courtois, qui étaient extrêmement polis, qui avaient de la bonne éducation, tout comme il y en a d'autres qui étaient des véritables pourritures, des saloperies, qui ont fait des viols, etc. Mais en proportion de ce qui s'est passé pendant l'occupation, en dehors d'une occupation proprement dit militaire de l'époque, les comportements des Allemands n'ont jamais atteint de tel niveau. Oui, il y avait de la propagande. Oui, il y avait des arrestations. Oui, il y avait des tueries. Oui, il y avait des fusillades contre des résistants, etc. Mais je rappelle, c'était l'occupation. Donc occupation par un ennemi, etc. Mais là, je parle de comportement. Je parle d'attitude. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes âgées qui ont connu la Seconde Guerre mondiale et qui ont connu l'occupation vous diront qu'on n'a jamais connu, même avec les Allemands, autant de mensonges. Autant de propagande. Parfois même de la propagande qui ne tient pas debout. Hein, par rapport aux outils, on soit bien d'accord. Aujourd'hui, quand vous avez Internet et que vous affirmez une chose sans démontrer, sans argumenter, bah derrière, il y a des gens qui regardent sur Internet, qui trouvent des professeurs, des études, qui trouvent des dizaines d'études qui démontrent que ce que vient de dire le ministre est faux. Ou alors on va dire, oui, non, mais c'est une interprétation. Non, c'est pas une interprétation, tu dis les choses ou tu les dis pas. Donc, alors ce qui est encore plus formidable, c'est quand vous avez le ministre Castex et le ministre Véran, qui à l'Assemblée nationale, dont d'ailleurs on a pu constater que l'Assemblée nationale, c'est limite s'il n'y avait pas de l'écho, parce qu'il y avait très peu de députés présents, même avec la distanciation, ont admis, la vidéo elle est sur YouTube, vous avez je crois 1h30, 1h40 ou peut-être 2 heures d'intervention sur peut-être, je pense que la chaîne parlementaire. Et en résumé, Castex et Véran, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, les vaccins, donc on va lancer la campagne, dès la fin de l'année, on va commencer à vacciner, selon des catégories de gens, selon des pathologies particulières, etc. Mais concernant le facteur bénéfice-risque, on ne sait pas. Voilà, qu'advienne que pourra. Alors oui, Pfizer-BioNTech a donné son rapport publié dans le Lancet. Le Lancet, on a vu ce que ça donnait avec Gilead. Mais à part ça, aujourd'hui, alors je crois que Moderna, je viens de le voir aujourd'hui, Moderna a détruit 400 000 doses, parce que ils ont eu un problème de filtrage au niveau de la fabrication. Ça commence bien. Mais on a des gens qui se pointent à la télévision pour vous dire « Allez vous faire vacciner, il n'y a pas de risque. Oui, il y a peut-être des risques, mais voilà, il faut savoir l'accepter. De toute façon, vous imaginez bien, on est en pandémie, donc il faut qu'on avance. On ne peut pas rester comme ça pendant des années. C'est l'économie qui devient mortifère, et blablabla, etc. » C'est-à-dire qu'on va chercher l'émotionnel des gens, on va chercher leur culpabilité pour se faire vacciner. Et tant pis si la plupart des vaccins, les labos n'ont toujours pas donné de résultats, n'ont pas donné leur rapport, leurs essais, et peu importe si des organismes de santé publique ont effectué des tests pour vérifier si ce que les labos ont dit est vrai. Aujourd'hui, le Pfizer-BioNTech n'a pas été testé par des offices publics indépendants. Aujourd'hui, on est en train de vacciner les gens sur ce que les laboratoires ont testé. Alors déjà, BioNTech est apparu qu'ils n'ont pas fait de test pour vérifier si le vaccin pouvait éventuellement provoquer des cancers. Ils n'ont pas fait de test sur une autre maladie. Et ils ont commencé à effectuer les tests sur les 4 essais humains
avant même que les tests sur les animaux aient été terminés. Non mais ok, il y a de l'urgence, il y a une pandémie. Mais il y a un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Eh bien, il s'est passé ce qui devait se passer. C'est que là, devant l'Assemblée nationale, donc devant la représentation du peuple, Véran et Castex ont clairement dit on verra, on va voir. Oui, on a des informations, mais bon, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de vérifier ces informations. On n'a pas le temps de tester, de par nos propres organismes de santé, si ce vaccin est opérationnel ou non. Bah là, il y a la Grande-Bretagne qui a lancé l'opération, les États-Unis aussi. On va voir ce que ça donne. Nous, on va commencer un petit peu à vacciner les plus urgents. Si dans 1 mois ou dans 2 mois, on se rend compte qu'il y a un problème, comment ils vont réagir? Ils vont réagir avec vous. Responsable mais pas coupable. Nous avons dit les choses ouvertement devant la représentation nationale. Et la représentation nationale n'a pas bronché. Donc, allons-y. Alors, en effet, et je vais terminer là-dessus concernant l'affaire des vaccins, on commence à voir en effet alors il y a eu 2, en Grande-Bretagne, il y a eu 2 aides-soignants qui sont tombés malades, mais parce qu'ils avaient des allergies. Il y en a une actuellement qui est en réanimation. On a vu dans un hôpital aux États-Unis, dans le Tennessee, une infirmière qui a fait une interview, et puis tout d'un coup, alors qu'elle venait de se faire vacciner, qui a eu un malaise, etc. Alors en effet, c'est des épiphénomènes. Je dis bien, attention, c'est des épiphénomènes. C'est-à-dire que pour une infirmière qui est tombée malade, s'il y a eu 100, 200 ou 300 personnes qui ont été vaccinées, et que sur ces 300 personnes, on n'a pas d'autres cas de personnes qui sont tombées malades, qui ont des vertiges, des trucs comme ça, on est sur une proportion acceptable. Hein, c'est ce qu'on appelle le facteur bénéfice-risque. Bénéfice, soigner, vacciner, protéger, risque, séquelles, effets secondaires, décès, possible, suivant les pathologies des gens, parce que ça aussi, il va y en avoir. Là où par contre il faut réfléchir, c'est qui vaccine, dans quelles conditions. Est-ce qu'on fait des centres de vaccination, vous arrivez, vous avez votre carte, c'est bien, hop, on vous vaccine, etc. C'est-à-dire qu'avant, on ne fait pas de diagnostic. Si ça se trouve que vous avez peut-être une pathologie particulière que vous ignorez, que vous ne connaissez pas, parce que vous n'avez jamais été exposé, parce que ça ne s'est jamais déclenché, et vous allez vous faire vacciner. Mais le problème, c'est que si vous rentrez dans le cadre des gens qu'il faut éviter de se faire vacciner parce que vous avez une allergie, mais que vous n'en êtes pas conscient, on fait comment? Et bien voilà, il est là le facteur risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a lancé des campagnes de vaccination, sans même des fois diagnostiquer les gens sur ce qui pourrait éventuellement déclencher des séquelles importantes. Et de fait, on est en train de faire une vaccination en plus avec un vaccin dont on n'a absolument aucune expérience et aucun recul. Attention, ceux qui comparent le vaccin actuel avec les autres vaccins, regardez, on fait les vaccins contre la grippe. Attention, ce n'est pas les mêmes vaccins. Le vaccin qui est là, c'est un vaccin ARN. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ce qu'est le vaccin ARN, parce que ça joue sur les cellules, ça rentre sur... alors j'ai pas les termes techniques, mais certains disent que ça ne va pas dans le noyau du génome, que ça ne pénètre pas le noyau du génome, donc il n'y a pas de risque proprement dit. D'autres ont l'air de dire oui, mais alors, le problème c'est que si on commence à laisser un vaccin permettre de faire de la pénétration sur les premières, deuxièmes couches du génome au niveau de la cellule, on a des risques de transmutation, voire de mutation, et de faire un virus combiné, etc. Donc, et voilà, le problème c'est qu'on a fait des tests sur 6 mois, 9 mois. On n'a même pas 2-3 ans de recul sur ces vaccins. Donc en réalité, on est en train, tout simplement, de vacciner des gens contre le coronavirus en sachant que, attention, on va protéger, mais on ne va pas soigner. Ça ne va pas forcément tuer le virus. Il y a des gens chez qui le virus va continuer à être présent. La preuve, c'est qu'ils s'assurent une seconde dose. Donc, il y a un moment donné,
ben vous vous dites, ouais, en effet, peut-être que là, ils profitent de la situation pandémique, qui plus est avec un virus qui est pas aussi létal que ça, puisque je rappelle, le nombre de décès, le pourcentage de décès mondial, c'est 0,05% de la population. Et je crois que c'est 0,6 ou 0,7% des personnes contaminées. On est là sur des chiffres, mais c'est pas 20-30% de létalité. Là, on est bien en dessous. Et donc, dans l'urgence, on profite de la peur, on profite de la frayeur, on profite avec tous les aspects, évidemment, politiques, gestion sanitaire, les confinements, les fermetures, la chasse aux sorcières, des masques, etc. Bah, finalement, pour créer un climat de peur, un climat de crainte et pousser les gens à aller vers le vaccin. Et en réalité, ils vont aller vers le vaccin, mais ils vont servir de cobayes. Voilà. Parce qu'à partir du moment où ce vaccin n'a pas suivi les protocoles normaux, et encore une fois, je comprends le fait que, de l'urgence de la pandémie, on passe outre un certain nombre de protocoles pour aller à l'urgence, exactement ce qu'a fait le professeur Raoul avec l'hydroxychloroquine. La seule différence, c'est que lui, il a outrepassé certaines étapes, mais avec un médicament qui avait déjà 70 ans d'historique. Donc là, c'est pas la même chose, d'accord ? Eh ben, moi j'ai envie de dire, bon courage. Parce que des morts, peut-être qu'il va y en avoir. Alors après, question de proportion. Jusqu'à quel pourcentage de décès à cause du vaccin ils sont prêts à accepter ? Hein, vous savez, c'est le facteur bénéfice-risque. Ça. Et le problème, c'est que malheureusement, les médias mainstream n'ont pas cette transparence, n'ont pas cette franchise de dire aux Français, attention, on va vous vacciner, vous allez avoir la possibilité de vous vacciner, mais dans des conditions qui sont hors normes parce qu'on est dans une situation de pandémie. Donc, facteur risque. Bénéfice-risque. Soyons honnêtes, bénéfice-risque. Vous avez peut-être 90% de chances de ne rien avoir, peut-être d'avoir une petite réaction pendant 2-3 jours, une petite poussée de fièvre, un truc comme ça, mais après, vous serez tranquille. Comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas conscient d'une particularité pathologique que vous avez et qui rentre en ligne de compte sur des aggravations, voire des séquelles, eh ben, encore aux États-Unis, on a la chance que si jamais ils se rendent compte qu'il y a un pourcentage trop important de gens qui ont des séquelles permanentes à cause du vaccin, les labos vont certainement finir devant les tribunaux, ce qui n'est pas le cas en Europe. Puisqu'en Europe, je rappelle, l'Union européenne a signé un accord avec la plupart des laboratoires, comme quoi ils s'engagent à prendre les responsabilités des conséquences néfastes de leur vaccin. Donc les laboratoires sont complètement désengagés, déresponsabilisés des conséquences de leur vaccin. Et qui va payer ? C'est vous, c'est vous les contribuables qui payez vos impôts qui servent à rembourser les emprunts, les crédits qu'on fait pour filer du fric à l'Union européenne. Voilà. Donc là, on est dans la situation avec cette pandémie qui accentue encore plus, aujourd'hui, l'évidence que nous avons à la tête du pays des gens, alors on peut dire incompétents, ça aussi. Je veux dire, si vous voulez décrédibiliser ou démolir ou détruire une institution, une collectivité, une entreprise, vous faites en sorte de virer tous les gens qui ont toutes les compétences, les savoir-faire, les connaissances, etc. Et à leur place, vous mettez des neuneux. Des neuneux qui n'ont pas été formés, qui ne sont pas formés, qui ne sont pas compétents. Plus particulièrement, vous allez chercher des gens qui pètent plus haut que leur cul, qui se pètent, qui se croient importants, qui se croient hyper compétents, hyper professionnels, alors qu'en réalité, pas du tout. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous connaissent ce genre d'individus, qui ont réussi à gravir les échelons, qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité, mais que quand vous êtes confronté à un problème, vous vous rendez compte qu'il est incapable de résoudre le problème parce qu'il n'a absolument aucune expérience, il n'a absolument aucune compétence pour résoudre le problème, alors que logiquement, il est quand même votre responsable. Il y a un moment, vous dites, mais on est où là ? Et à tous les niveaux. Parce que, regardez, aujourd'hui, vous avez des entreprises,
des entreprises je vous ai donné moi mon exemple de l'entreprise où je travaillais, qui est une société d'exploitation nationale, d'exploitation cinéma, qui un jour a vu débarquer un directeur général, le mec il venait de chez Bricorama. M'expliquer en quoi le mec de Bricorama il a des compétences et des connaissances en matière de cinéma d'exploitation. Aucune. En revanche, il a beaucoup de compétences pour ce qu'il s'agit de dégraisser les budgets, de faire des économies, de fixer des objectifs de développement, des projets budgétaires. Voilà. Ça, oui, ils sont très forts. Mais au détriment de quoi? Au détriment tout simplement de la qualité de prestation, de production, de service de l'entreprise, au détriment des savoirs, des compétences, des connaissances, au détriment du respect parfois des règles, des lois, des principes, parce qu'évidemment, ce genre de personnes entraînent avec eux ce que j'appellerais, excusez-moi l'expression, des susbites, et ces susbites suivent exactement la même lignée pour se faire valoir, pour bien cirer les pompes, etc., au point de ne pas respecter les lois, au point même des fois de ne même plus respecter les droits des salariés. Et là aujourd'hui on a un dumping social avec les invasions migratoires, puisque aujourd'hui il est démontré que en moyenne, un migrant pour un même poste, pour une même fonction, a, on va dire peut-être niveau équivalent, même si encore une fois de plus les migrants seront formés sur le tas, mais seront forcément en compétition avec des gens qui ont les compétences et les connaissances et les savoir-faire, mais qu'on pourra payer presque 13% en moyenne de moins que celui qui a les compétences. Il y a même des pays où ils sont à 25%. C'est-à-dire que le migrant formé légal qui prend une position, qui prend un métier, est payé 25% moins cher qu'un local. Voilà, dumping social, depuis le début qu'on vous le dit, depuis le début. Donc voilà, je veux dire, donc ça en rajoute. Ça en rajoute sur, et je vais terminer là-dessus parce que c'est de toute façon aujourd'hui l'aboutissement aussi de la déliquescence même du pays, c'est en arriver à monter les gens les uns contre les autres. C'est générer des discriminations, c'est générer de la propagande, c'est générer de l'idéologie extrémiste, psychotique sur le multiculturalisme, sur les transgenres, etc. Donc imposer et mettre en place une forme de sacralisation, de dogmatisation, de doctrine idéologique par rapport à ça, qui fait que même si demain vous travaillez avec une personne de couleur ou une personne issue des minorités LGBT, mais qui est un vrai con, qui fait que des conneries, etc., et qu'au bout d'un moment, vous lui dites « excuse-moi, mais t'es con », eh ben non, là, ce n'est plus un jugement de valeur que vous faites, c'est vous devenez raciste, vous devenez homophobe, vous devenez transphobe. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, à un moment donné, dire les choses au-delà de ce que les gens représentent. C'est-à-dire aujourd'hui, dans une entreprise, on aura plus de facilité à dire qu'un blanc est mauvais qu'un noir, ou un arabe, ou un LGBT. Parce qu'on sait que si jamais on critique un LGBT, un noir ou un arabe, on risque d'être traité de raciste. Et ça, au bout d'un moment, qu'est-ce que ça génère? Qu'est-ce que ça fait naître? Ça fait naître la haine de l'autre. Puisque vous n'êtes pas reconnu dans votre façon de voir les choses de façon objective, puisque vous laissez la porte ouverte à des gens de faire n'importe quoi, n'importe comment, parce que sacralisés dans leur position par une idéologie. Ouais, sauf que moi je connais des gens qui font partie de ces minorités-là, qui sont les premiers à dénoncer ça. Je connais des gays, des trans, des afros, évidemment, des personnes issues du Maghreb, qui sont les premiers à me dire, il y en a dans notre communauté qui sont des enfoirés, qui sont des grosses merdes, parce qu'avec leur comportement, ils sont en train de jeter l'opprobre sur nous. Ils sont en train de faire monter les colères et les haines des gens, entre guillemets, normaux, contre nous. C'est voulu. C'est voulu. Quand on fait de l'acceptation, quand on fait de la lutte pour les égalités, pour les droits, en tout et pour tout le monde, on le fait intelligemment. Mais on ne le fait pas de la façon dont ils sont en train de le faire. Je terminerai par
cette photo, enfin cette image, qui à mon sens résume tout aujourd'hui, c'est-à-dire tout est fait dans le contraire du bon sens. Le fameux grand magazine Time américain a mis en couverture Assa Traoré. Alors, vous allez me dire, ouais, mais peut-être que les Américains ne sont pas trop au courant. Si, je veux dire, vous êtes journaliste, vous faites le boulot. Eh ben non, parce que Assa Traoré a tellement été médiatisé, a tellement été exposé pour sa lutte contre les violences policières à cause de son frère qui a été tué par des gendarmes. En tout cas, vous voyez, quand on disait que Assa Traoré, les Traorés vont devenir la porte ouverte de l'exportation du mouvement BLM en France. Certains disaient, ouais, mais non, ça n'a rien à voir, etc. Oui, en effet, ça n'a rien à voir. Mais pour le dernier des cons, pour les atrophiés du bulbe, pour les crânes de Piaf, la communication, elle fonctionne. Et la preuve en est, c'est que vous avez Assa Traoré qui est aujourd'hui en couverture du Time. L'ange contre la violence policière. Oui, sauf que la famille Traoré, elle a quand même un sacré pédigré. Et je ne sais pas si vous avez entendu Assa Traoré parler à la télévision. Bon, je ne vais pas juger, mais en matière de champ lexical, un petit peu limité quand même. Hein? Donc, ouais, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, et je pense qu'à mon avis, ça va empirer. Ça va empirer parce que derrière, en coulisses, on sait qu'aujourd'hui, il y a une panique. Il y a une panique, et j'aurais aimé pouvoir vous dire que peut-être l'année prochaine, les choses vont s'améliorer, mais je pense que non. Je pense qu'elles vont empirer. Elles vont empirer parce que quand les campagnes de vaccination vont commencer véritablement à se développer, et avec d'autres lois liberticides, d'autres mesures sanitaires, puisque, soyons clairs, hein, c'est pas parce que les gens vont être vaccinés qu'on va arrêter les lockdowns, qu'on va arrêter les confinements, etc. Non, parce que certainement qu'au bout d'un moment, ils vont se rendre compte, ils vont dire, ah oui, mais le vaccin, en fait, protège l'individu, mais l'individu a encore le vaccin, encore le virus, donc il est encore contagieux. Ben alors il sert à quoi le vaccin? Et donc les mesures sanitaires vont continuer. Preuve en est, vous avez déjà des entreprises qui ont décidé de mettre de façon permanente leurs salariés en télétravail. Vous avez déjà des grandes entreprises qui, je pense, à la fin de l'année, quand ils vont commencer à faire les bilans, etc., au début de l'année prochaine, vont commencer à faire et à prendre des décisions qui vont bien démontrer que les entreprises n'ont nullement l'intention de faire revenir leurs employés dans les bureaux. Vous avez certains organes, certains secteurs événementiels, épiphénoméniques, qui sont en train de repousser leurs événements. Alors, je pense particulièrement au cinéma, par exemple. Vous avez déjà des festivals qui ont repoussé leur festival à l'automne 2021. Donc, il y a un moment donné où vous vous dites, on n'est pas sorti de l'auberge. Et si vous rajoutez là-dessus le grand reset, parce que là, ils sont en train d'en faire la promo partout, dans certains milieux, même si médiatiquement, pour l'instant, vous n'en entendez pas trop parler, pour l'instant, on ne met pas trop les projecteurs dessus, etc. Mais je peux vous dire que dans les milieux de la finance en ce moment, tout est en train de se mettre en place pour un moment donné, tout d'un coup, mois de janvier, mois de février, mois de mars, il y en a un qui se pointe devant la gueule enfarinée de tout le monde et dit on a décidé, on a voté, on a mis en place, on a maintenant mis les règles, on a les principes dont on va commencer à mettre la machine en route du grand reset. Sauf que, comprenez bien le grand reset, je vous mettrai, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais là je vais essayer de m'en souvenir, le lien de la version française du livre de M. Klaus Schwab sur le grand reset, en version française, parce que j'avais trouvé une version anglaise, je ne vais pas vous imposer l'anglais, mais là j'ai trouvé une version française. Si vous avez le temps, lisez-le, ce livre, et vous verrez ce que ce monsieur préconise, vous verrez ce que ce monsieur imagine, vous verrez ce que ce monsieur anticipe, et vous allez comprendre que finalement, ceux qui prétendent que peut-être que la pandémie n'est pas due au hasard, va peut-être commencer à vous dire c'est peut-être pas faux.
Je dis ça, je dis rien. Portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine vidéo. Peut-être une vidéo avant la fin de l'année ou pour Noël. Les événements nous diront un petit peu la chose. Et puis, je terminerai, oui, avec, évidemment, Macron et son fameux dîner que certains essayent de dire, oui, mais bon, c'était un dîner d'affaires, de la majorité, etc. Mais quand on leur dit, ces gens-là, mais dites, mais le dîner, pourquoi c'était pas un déjeuner? Pourquoi ne pas l'avoir fait pendant les périodes d'ouverture, en dehors de la, comment dire, du couvre-feu? Enfin, s'il estime qu'il avait ce dîner à faire et cette réunion de travail à faire, mais je dis, il a eu le raison de le faire. Et comment on peut se permettre de juger, excusez-moi, les actes du président de la République? Enfin, je trouve qu'on est dans un monde de fous. Non mais allez-y, prenez-nous pour des cons aussi. Hein, ils se sont fait leur petite goinfrerie, au détriment des règles sanitaires, au détriment de l'exemplarité qu'ils se devraient d'avoir à l'encontre de ceux qu'ils sont censés se prétendre vouloir représenter ou défendre les intérêts. Or là, c'est pas le cas. Bon, la punition, elle est là, c'est que finalement Macron, il a le Covid, sa femme a le Covid, Ferrand, je crois, a le Covid, et tous les autres qui étaient là, je crois qu'il y avait Ferrand, il y avait Ferrand, oui, il y avait Castaner, et puis d'autres personnalités de la majorité, dont d'ailleurs on a évité de trop nommer les noms quand même sur cette affaire. Hein? Étrange. Allez, c'est terminé. Portez-vous bien.